Et merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'interviens aujourd'hui en tant que rapporteur pour avis de la Commission des lois sur les crédits de la mission Pouvoir public. Il s'agit d'une mission particulière, vous le savez, car sur le fondement de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie financière des pouvoirs publics, ces derniers sollicitent une dotation qu'ils obtiennent généralement sans grande discussion. Cet avis nous donne toutefois la possibilité d'exercer notre mission de contrôle sur la façon dont les pouvoirs publics dépensent ces dotations. Et j'aimerais donc d'abord vous présenter les points saillants des dotations demandées. La présidence de la République maintient en 2026 le gel de sa dotation budgétaire qui s'élève donc à 122,5 millions d'euros. Les dépenses de personnel représentent plus de 60% du budget élyséen. Elles ont connu une légère hausse en 2025 en raison des revalorisations indiciaires et du glissement vieillissement-technicité. Pour contenir cette dynamique, la présidence nous a indiqué avoir engagé une réduction progressive de ses effectifs avec la suppression de 8 ETP en 2025. Les dépenses de fonctionnement liées à l'administration de la présidence ont, elles, légèrement diminué entre 2024 et 2025. Ces dépenses intègrent désormais les coûts de la Maison Élysée, un espace muséal qui propose aussi un salon de thé et une boutique inaugurée en 2024. Dans sa conception initiale, du projet qui a été mené à marche forcée pour ouvrir avant les JO. Les recettes tirées des ventes devaient permettre de financer certains travaux de rénovation du palais. Toutefois, alors que l'Élysée attendait 1,2 million d'euros de recettes en 2025, elles ne devraient s'élever qu'à 900 000 euros. Elles ne couvriront donc pas le coût de fonctionnement du musée, qui s'élève à 1,2 million d'euros, et encore moins le coût de conception et de réalisation évalué à 4 millions par la Cour des comptes, et encore moins financer d'autres investissements. Je me permets de le souligner parce que j'ai pu constater le sérieux avec lequel les deniers publics sont quand même utilisés à travers la mission pouvoir public, et que là, ce projet qui devait être à l'équilibre, voire rapporter même de l'argent, est aujourd'hui déficitaire, ce qui peut poser question, puisqu'en plus, l'organisation d'un musée n'est pas forcément les missions premières de l'Élysée. S'agissant des dépenses liées aux activités présidentielles et aux déplacements, elles se stabilisent, ce qui témoigne d'un effort de maîtrise de la dépense, car l'activité n'a pas particulièrement ralenti. Toutefois, la présidence de la République anticipe une diminution de 5,1% de la part consacrée aux déplacements diplomatiques pour une augmentation de 31,5% de l'enveloppe liée aux déplacements nationaux. Au regard du contexte politique actuel et de la mission constitutionnelle du président de la République, je m'étonne assez fortement de cette réorientation des déplacements présidentiels, notamment parce que l'actualité internationale est, elle, très importante, avec des conflits majeurs en cours, quand le rôle du président dans les affaires internes tend plutôt, elle, à être minoré. Concernant les investissements, ils poursuivent leur baisse en raison notamment de la finalisation du schéma directeur immobilier 2023-2027. Mais cela m'amène tout de même à une remarque pour l'avenir. Il m'apparaît primordial de préserver le patrimoine, notre patrimoine historique, auquel les Français d'ailleurs sont très attachés. À titre d'exemple, les cuisines de l'Élysée n'avaient pas été rénovées depuis près de 30 ans. Et des travaux importants ont eu sur les années précédentes. Mais moi, je pense qu'il faut se poser la question de la sanctuarisation de ces investissements patrimoniaux. Ça concerne l'ensemble des pouvoirs publics. On pourrait réfléchir à une distinction, une dotation distincte, et peut-être un opérateur de l'État qui aurait vocation à gérer ces investissements. Car aujourd'hui, les investissements des pouvoirs publics peuvent servir de variable d'ajustement face à des budgets qui sont contraints. Et c'est un problème, car je crois qu'on est tous attachés à notre patrimoine. J'en viens à la dotation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a choisi pour la deuxième année consécutive de geler sa dotation à 607,6 millions d'euros. Et je comprends la valeur symbolique de cette décision, prise d'ailleurs d'un commun accord avec le Sénat, mais je ne peux pas totalement m'en réjouir, tant il est primordial que le Parlement dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Je pense qu'il faut pouvoir assumer le fait que la démocratie a un coût, mais pour que les citoyennes le comprennent et l'acceptent, il est important d'expliquer comment sont utilisées les dotations, de souligner, lorsque c'est le cas, le sérieux dans lequel nos dépenses sont engagées. Dans l'ensemble, mes travaux me conduisent à faire le constat d'une gestion très cadrée des dépenses de l'Assemblée nationale. Cette année, j'ai soulevé un certain nombre de sujets sur lesquels des économies, même faibles, pourraient être envisagées. Elles ne emporteront peut-être pas toute l'adhésion, mais je les soumets au débat. D'abord, je me suis intéressé aux éventuels avantages ou privilèges dont pourraient disposer certains députés. Pour le cas des anciens députés, puisque la question des anciens ministres, par exemple, peut revenir, je vous rassure, mais je pense que vous êtes au courant, il n'existe aucun droit particulier ou aucun avantage en nature consacré aux anciens députés, si ce n'est qu'ils peuvent, il me semble, accéder à la buvette, mais c'est à eux de payer. Seuls certains députés exerçant au cours de leur mandat des fonctions particulières vont disposer de certains avantages et au moins 2 d'entre eux peuvent être discutés. D'abord, les membres du bureau perçoivent une indemnité spécifique qui s'ajoute à leur indemnité parlementaire de base. Cette indemnité spécifique s'élève à 7 700 € pour la présidente de l'Assemblée nationale, 5 300 € pour les 3 questeurs, 1 100 € pour les vice-présidents, 932 € pour les présidents de commission, les rapporteurs généraux, le président de la commission spéciale chargé d'apurer les comptes et le président de l'OPCST. Et à 733 € pour les secrétaires du bureau. Si je reconnais la légitimité d'indemnité pour des postes impliquant des fortes contraintes et des suggestions supplémentaires, je m'interroge toutefois sur l'adéquation entre les montants de l'indemnité complémentaire et les charges réelles qu'impose la fonction assumée. Ainsi, dès lors que le montant alloué n'apparaît pas en adéquation avec les contraintes de la fonction, je pense qu'on pourrait revoir soit l'émission consacrée à la fonction, soit l'indemnité qui est afférente afin de s'assurer que les indemnités et droits spécifiques soient bien corrélés et justifiés par les missions sur lesquelles elles se fondent. À titre d'exemple, la fonction de secrétaire de l'Assemblée nationale ne prévoit aucune responsabilité particulière, si n'est d'être présent aux réunions de bureau. Dès lors, l'indemnité de 732 €, qui est quasiment celle d'un vice-président, peut questionner, puisque ces 732 €, même si la somme est anecdotique, ne semble corrélée à aucune mission particulière. Et je crois que l'Assemblée gagnerait à retravailler la question et à réfléchir sur la composition de son bureau, des fonctions, des différentes fonctions du bureau, et de réeffectuer un travail sur les droits et obligations liées à ces différentes fonctions. Mais je crois qu'elles n'ont pas été révisées depuis un nombre de décennies, si ce n'est jamais. En plus des indemnités, on parle un véhicule affecté. Actuellement, il y a 20 députés qui disposent d'un véhicule affecté au titre de leur fonction. Ce véhicule affecté, il est estimé par véhicule avec le chauffeur à 83 000 € par véhicule. Y ont droit les vice-présidents, les présidents de commission, les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, les questeurs, le président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée, ainsi que les présidents de groupe. Si tous ceux qui ont droit n'utilisent pas cette faculté, je note que les 557 autres députés doivent, eux, faire appel au pool général du parc automobile qui comprend, lui, 21 véhicules, soit quasiment, si ce n'est autant, de véhicules immobilisés pour une vingtaine de personnalités. À mon avis, il y a un déséquilibre qui apparaît assez flagrant et je pense que se questionner sur la gestion de notre parc automobile et notamment de donner moins systématiquement un chauffeur toute l'année et toute la journée aux fonctions que j'ai citées, la question pourrait se poser. Enfin, un autre sujet qui peut apparaître un petit peu clivant, la question de la consommation d'alcool dans nos locaux sur le temps de travail à la buvette parlementaire. Chacun a son hygiène de vie, mais
on est dans un cadre de travail et je crois que cette question de consommation d'alcool pendant nos séances peut questionner à la fois un certain nombre d'entre nous, l'ambiance dans un certain nombre de séances, mais aussi nos concitoyens. J'ai pu obtenir le chiffre auprès de la service de la questure. En 2024, rien qu'à la buvette parlementaire, donc je ne parle pas même des autres restaurants, les recettes sur la vente de boissons alcoolisées étaient d'environ 100 000 € hors taxes. Alors à la buvette de l'Assemblée, il n'y a pas uniquement des députés qui s'y rendent, mais je pense qu'on peut partir du principe qu'une très grande majorité des consommations sont prises en charge par des députés et particulièrement par l'AFM. Moi, j'estime à titre personnel que dans cette buvette qui est à proximité de l'hémicycle, il n'y a pas de raison nécessaire que soit distribué de la vente, soit vendu, que puisse... Oui, mais enfin, distribuer, que ce soit gratuit ou payant, ça reste une distribution. Et donc, que de l'alcool soit accessible à cette buvette peut questionner. Et par ailleurs, surtout moi, ce qui peut me choquer et me surprendre à titre individuel, c'est que des dépenses d'alcool de consommation courante et habituelle puissent être éligibles à l'AFM et être considérées comme un frais de mandat. Autant j'estime que dans le cadre de réception d'événements publics, le fait qu'il puisse y avoir un petit peu d'alcool de proposer au public peut faire partir des mœurs et des codes d'accueil de notre beau pays, pour autant qu'une consommation habituelle d'alcool puisse être prise en charge par des deniers publics peut, en tout cas, me pose question. J'évoquerai brièvement la dotation du Conseil constitutionnel, qui est le seul pouvoir public à solliciter une augmentation conséquente de ses crédits, en hausse de 11,54% pour porter sa dotation globale à 20 millions d'euros. Cette hausse est principalement justifiée par des dépenses d'investissement et la création d'une ligne budgétaire d'1 million d'euros pour couvrir les éventuelles dépenses liées à l'organisation d'élections, ce qui renvoie à mon sujet précédent sur comment on pilote mieux les investissements pour éviter d'avoir des effets rebonds d'une année à l'autre et de mieux piloter la question des investissements, mais je n'irai pas plus loin. Je souhaiterais à présent évoquer brièvement la thématique que j'ai retenue portant sur les déplacements et réceptions organisés par les pouvoirs publics, en particulier dans le cadre de leurs activités internationales. L'activité diplomatique du président de la République fait pleinement partie de ses fonctions constitutionnelles. Il est donc légitime qu'une part importante de son budget y soit consacrée. Néanmoins, dans le prolongement des observations formulées par la Cour des comptes en 2024, j'ai souhaité examiner les mesures mises en œuvre par la présidence de la République pour mieux encadrer les coûts. Des progrès ont été réalisés, par exemple en matière d'anticipation des déplacements qui s'appuient sur des événements récurrents. Toutefois, certains leviers pourraient être encore mieux mobilisés, tels que la refacturation partielle des frais à certains participants de la délégation. S'agissant des réceptions, j'ai pu constater lors d'un déplacement au Palais de l'Élysée que le personnel faisait preuve d'un grand professionnalisme, alliant des compétences rares et un attachement à leur mission. Ils permettent de faire rayonner les savoir-faire, la gastronomie et l'art de la table à la française. La réouverture des grandes cuisines a permis la réinternalisation d'un certain nombre de prestations et c'est heureux car l'externalisation est coûteuse. Elle avait lourdement pesé sur le budget des réceptions fastueuses données en 2024 en l'honneur du Premier ministre indien au musée du Louvre et pour le roi au château de Versailles, alors que le cadre élyséen est lui quand même somptueux en lui-même et il n'y a pas de grande nécessité à sortir de l'Élysée pour faire honneur à nos convives. S'agissant de la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai pu constater là aussi une rigueur budgétaire importante dans la gestion des activités liées à la diplomatie parlementaire. Les déplacements de la présidence s'effectuent ainsi dans un cadre très défini. Les délégations qui l'accompagnent sont de taille sensiblement plus réduite que celles observées chez ses homologues et ses voyages en avion obéissent aux mêmes règles que celles applicables à l'ensemble des députés. Concernant les réceptions, la grille tarifaire des prestations assurées par les cuisines de l'hôtel de la C demeure également nettement inférieure au coût moyen des réceptions organisées par la présidence de la République. Ainsi, la principale variable d'ajustement réside dans le nombre d'événements ou d'invités, ce qui relève avant tout d'une appréciation d'opportunité et parfois de considérations diplomatiques.
Par ailleurs, je tiens à souligner que depuis l'affaire de Richie, une méthode de distinction claire a été élaborée entre rendez-vous privé et rendez-vous institutionnel, et que depuis, les éventuelles dépenses d'ordre privé sont directement refacturées à la présidente de l'Assemblée nationale. Au Conseil constitutionnel, je n'ai pas pu obtenir d'informations précises sur le coût des manifestations, mais l'activité internationale du Conseil constitutionnel reste limitée et se concentre sur des échanges avec d'autres cours constitutionnels dans le cadre du dialogue des juges. En revanche, le Conseil constitutionnel, à l'instar de l'Assemblée nationale de la présidence de la République, organise des réceptions qui relèvent davantage de la communication institutionnelle que de l'action internationale ou diplomatique. Je pense notamment aux Journées du patrimoine qui accueillent plusieurs milliers de Français et de Françaises à l'Élysée, à la Nuit du droit qui a lieu au Conseil constitutionnel ou encore à de nombreuses initiatives à destination de la jeunesse telles que le Parlement des enfants et le concours Découvrons notre Constitution. Ces événements participent utilement à l'ouverture des institutions sur la société. Je salue d'ailleurs les efforts qui sont faits par les différents pouvoirs publics pour s'ouvrir au grand public et à nos concitoyens. Toutefois, il est essentiel de veiller à une stricte maîtrise des coûts en faisant des choix éditoriaux raisonnables et en vérifiant que ces manifestations sont véritablement accessibles au grand public, ce qui impose d'en évaluer régulièrement l'impact et la portée avant d'en décider la reconduction.